Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Aujourd'hui, Jean-Pascal reçoit Gilles Béranette, maire de Saint-Denis. L'invité d'Info-Cité ce matin, c'est Gilles Béranette, le maire de Saint-Denis. Gilles Béranette, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est la période de vote des budgets en ce moment dans les collectivités. On a affaire aujourd'hui à des restrictions budgétaires générales. Vous n'échappez pas non plus à cette rigueur. Quels sont aujourd'hui votre constat et surtout vos priorités ? Écoutez, c'est une réalité puisque, vous le savez, dans le cadre des réductions des dotations de l'État aux collectivités locales, globalement, les collectivités vont perdre 11 milliards d'euros sur les 3 années qui viennent. Et la ville de Saint-Denis, nous allons perdre 13 millions d'euros. C'est très important. Et dès l'année prochaine, nous allons perdre 5 millions d'euros, alors que bon an, mal an, nos dotations ont augmenté de 2 ou 3 millions. Donc c'est un effort important que nous allons faire. Alors, nous avons deux orientations, 2 démarches. D'abord, nous recherchons à faire des économies là où les économies sont envisageables, c'est-à-dire réduire un petit peu le niveau des dépenses, se priver d'un certain nombre d'avantages. Donc nous avons commencé à le faire, et pour le faire supporter à la population, j'ai demandé aux élus de montrer l'exemple. Donc j'ai commencé, la première mesure qui a marqué les élus, c'est que j'ai supprimé les voitures de fonction, donc une 30aine de voitures qui étaient mises à la disposition des élus pour leur fonction a été remisée. Donc les élus n'ont plus de voitures de fonction, ils viennent travailler avec leur propre voiture. Pour se déplacer dans le cadre de leur travail, ils utilisent des voitures de service. Ils les rendent à la fin de la journée et repartent. Donc voilà, ça a été une première mesure. Dans la foulée, j'ai imposé un peu la même démarche aux cadres de la mairie, aux chefs de service, puisque 130 cadres sur les 3000 agents de la mairie ont été privés de ce qu'on appelle de la voiture de service qu'ils prenaient au titre du remisage, c'est-à-dire que cette voiture leur permettait de rentrer chez eux et de revenir au travail. Certains d'ailleurs faisaient plus que rentrer chez eux. Certains l'utilisaient à des fins personnelles, parfois en abusaient. Et aujourd'hui, nous avons supprimé les voitures de remisage. Donc ce sont des économies. Et j'ai mesuré l'impact de ces 2 mesures sur le poste carburant de la ville. Donc nous avons diminué tout de suite de 26% la dépense de carburant. Donc nous allons poursuivre des recherches d'économies sur l'électricité, sur le téléphone, sur les matières en général. Nous allons rationaliser un certain nombre de démarches. Donc nous avons la volonté de réduire. Mais cela ne suffira pas. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est avant tout une politique d'économie, de fonctionnement. Est-ce que à terme, ça veut dire aussi que sur cette politique d'économie de fonctionnement, vous l'avez dit, il n'y a pas d'impact sur la population, il n'y a pas d'impact sur les administrés. Mais est-ce que vous pourrez toujours fonctionner de cette manière, ou est-ce qu'à terme, il y aura quand même un impact quel qu'il soit ? À terme, est-ce que vous serez obligé avec l'équipe municipale, peut-être, de redéfinir une politique de la ville ? Oui, alors vous faites allusion aux investissements, aux travaux, effectivement, puisque vous le savez, pour investir, il faut dégager une marge sur le fonctionnement. Et à partir du moment où nos recettes de fonctionnement vont diminuer, la marge va se rétrécir et nous n'aurons plus, le même budget d'investissement. Oui, dans les années qui viennent, notre budget d'investissement va diminuer, donc il nous faudra, opérer des choix, sans doute allonger les délais de réalisation, différer certains projets. Et tous ces arbitrages vont s'opérer là dans les semaines qui viennent. Alors, différer certains projets, en arrêter peut-être certains ? Oui, la discussion va avoir lieu. En tous les cas, nous avons des grands projets qui, eux, sont en cours, vont continuer. Nous sommes en train de livrer l'aquapark, nous allons livrer le cœur vert familial, nous sommes en train de réaliser la Cité des Arts, réaliser la rénovation des camélias. Tous ces travaux engagés sont budgétés et iront à terme. Là, il s'agit des nouveaux projets pour lesquels la discussion va avoir lieu. Alors, un certain nombre de projets vont être différés parce que nous n'aurons pas les moyens de le réaliser immédiatement. Pour l'instant,
Nous sommes en discussion avec l'État, avec nos partenaires. Prenons l'exemple du transport. Nous avons un projet sur des téléphériques, mais le financement dépend de la CINOR et de la région. Donc nous sommes aujourd'hui en discussion et je ne peux rien évidemment arrêter parce que rien n'est décidé, mais vraisemblablement qu'un certain nombre de projets seront décalés, reportés. Alors ça, c'est de l'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui risquent effectivement d'être freinées dans le temps. À terme, c'est-à-dire que dans cette redéfinition de la politique de la vie, politique de la ville, vous allez faire un choix ou vous allez être obligé ou tenter de faire un choix sur des équipements investissements contre, en quelque sorte, du social. Alors nous, si vous voulez, notre projet s'articule autour de 2 grands axes. Moderniser Seny, faire de Seny une grande capitale moderne et une capitale solidaire. Donc sur la solidarité, nous avons 2 ou 3 projets majeurs. C'est notamment la gratuité du bus jusqu'à 18 ans. Ça, c'est un projet que nous réaliserons coûte que coûte, par étape bien sûr. Une première étape en 2015, l'année prochaine, votée dans le budget de décembre 2014. Nous avons aussi un grand engagement de solidarité qui est la cantine gratuite. Donc ce projet-là qui se fera par étape, mais verra un début, première étape en 2015 également. Au nom de la solidarité, nous avons une mesure autour d'une prime pour le personnel non titulaire. Nous allons commencer dès 2015 une prime. Bon, alors peut-être qu'on la réalisera sur 5, 6, 7 ans au lieu de la faire sur 3, 4 ans, mais la prime sera instaurée. Nous avons aussi une autre mesure de solidarité autour de bourses de voyage pour les jeunes, les scolaires, etc. Donc nous étalerons. Donc les mesures emblématiques de notre engagement seront mises en œuvre avec peut-être un peu plus d'étalement que prévu, à cause des restrictions budgétaires. Alors justement, vous disiez aussi tout à l'heure, Jules Béranette, réfléchir et penser à d'autres projets, à des manières différentes de les mener avec les partenaires. L'État en est un, tout comme l'Europe, et on se rend compte aujourd'hui que l'État est malmené. Il y a une politique de restriction budgétaire. Également pour l'Europe, comment allez-vous anticiper, ou est-ce que vous anticipez déjà ces futurs partenariats ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous tourner aussi vers des privés. Par exemple, nous avons un projet d'un grand pôle senior. Eh bien, je me propose de rencontrer des organisations, des mutuelles par exemple, pour voir dans quelle mesure ces mutuelles seraient partie prenante avec nous dans un grand pôle senior autour du sport, des loisirs, du bien-être, voilà. Donc nous sommes obligés de diversifier et probablement de faire des partenariats avec des privés, ce que nous n'avions pas envisagé au départ. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Aujourd'hui, Jean-Pascal reçoit le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette. Alors vous allez être touché, tout comme d'autres municipalités, mais également comme d'autres collectivités de ce département, par la réforme territoriale qui est en train de se jouer actuellement. Vous le pressentez comment, cette réforme territoriale ? On sait pertinemment qu'il va y avoir des couches du millefeuille administratif qui vont disparaître. On ne sait pas encore au profit ou aux dépens de qui, mais vous la sentez comment ? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui existait a conduit la France à être dans la situation où elle est, c'est-à-dire avec un endettement colossal et un déficit énorme. Donc, je partage avec le gouvernement la nécessité de rétablir les comptes de la nation, c'est-à-dire de rembourser en partie la dette et de diminuer les déficits. Et à ce titre, je suis d'accord, comme beaucoup d'observateurs, pour dire que dans l'organisation institutionnelle de la France, il y a trop d'intermédiaires et qu'il faut supprimer une institution, une collectivité. Et le projet initial, mais pour l'instant, je veux rester prudent puisque ce n'est que des déclarations, rien n'a été véritablement voté. Donc, dans le projet du gouvernement, annoncé par Manuel Valls, il y a en 2020, après une étape en 2015, il y a la fin
des départements, la disparition des départements, sauf dans quelques départements ruraux, avec un partage des compétences du département, une partie importante allant à la région, conseil régional, une partie allant aux communes et une partie assez importante aux communautés de communes. Donc, bien sûr, nous serons partie prenante, puisque les communes vont hériter en partie d'un certain nombre de compétences du conseil général. Donc il faut attendre, parce que ce qui est en jeu, en fait, et on en parle peu, c'est cette notion de compétence générale. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les collectivités ont des compétences particulières qui leur sont propres, mais qu'elles ont en plus une compétence générale, c'est-à-dire qu'au nom de cette compétence générale, les collectivités peuvent financer des activités, des institutions qui ne sont pas de leur champ de compétences principal. Mais il est question de supprimer cette compétence générale. Il est question que les régions, les communes ou les collectivités, communautés de communes, exercent les compétences qu'elles reçoivent de l'État et ne puissent plus exercer dans le cadre de la compétence générale. Donc, il faut attendre que tout ça soit précisé pour voir comment nous allons nous redéployer. Il y a aussi des compétences déléguées, notamment des communes vers les intercommunalités. La ville de Saint-Denis, par exemple, qui a délégué des compétences vers la CINOR. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des compétences que vous seriez prêts à ne pas lâcher et d'autres à lâcher? Bon, aujourd'hui, nous sommes dans un débat avec la CINOR, parce que je dois rappeler que la ville de Saint-Denis apporte ou finance 78% des recettes de la CINOR. Donc la CINOR, à près de 80%, est financée par Saint-Denis. Donc il faut que nous soyons attentifs dans le transfert des compétences. Et j'ai noté, par exemple, que en matière de lecture publique, jusqu'à présent, la CINOR avait pris en charge la lecture publique à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne et que Saint-Denis n'avait pas été transféré. Donc je compte négocier avec la CINOR le transfert de la lecture publique. C'est vrai également du dossier de la formation artistique. Il y a l'école de musique de Beauséjour qui est prise en charge par la CINOR, autrement dit à 80% par des contribuables dionysiens, alors que l'école de musique de Saint-Denis est payée à 100% par les dionysiens. Donc nous comptons clarifier cela avec la CINOR pour qu'une compétence qui s'applique sur Sainte-Marie-Sainte-Suzanne s'applique aussi sur Saint-Denis. Donc voilà, nous sommes prêts à négocier. Non, moi je crois qu'il faut travailler en bonne intelligence avec la CINOR. Nous allons transférer ce qui doit être transféré, parce que quand on transfère, le problème de la CINOR, c'est aussi le financement de ces compétences. Donc nous allons travailler en bonne intelligence, mais je pense que la lecture publique sera transférée à la CINOR à terme, et que la formation artistique sera transférée à la CINOR. Alors justement, dans cette politique de réforme territoriale, est-ce que vous pensez que les spécificités locales, les spécificités réunionnaises pourront encore être défendues ardemment, au pied à pied, s'il le faut, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans cette réforme territoriale, ce ne sont pas ni les députés, ni les sénateurs, ni les maires qui négocient finalement cette suppression du millefeuille, ou cette cure d'amincissement du millefeuille administratif. Est-ce qu'aujourd'hui, une région, et là je parle de l'ensemble du territoire réunionnais, est-ce qu'une région comme la Réunion peut faire valoir ses droits et ses spécificités encore dans la réforme territoriale? Oui, je crois que la volonté d'unifier les grandes collectivités, c'est une volonté qui était partagée. Vous savez, il y a quelques années, il y avait à La Réunion un projet d'assemblée unique. Ce projet a été invalidé en quelque sorte par le Conseil constitutionnel, donc ça n'est plus d'actualité. Mais le fait de réduire le nombre de décideurs et d'institutions, c'est acquis. Je crois que nos concitoyens partagent cette nécessité. La question n'est pas là. La question, c'est que le pouvoir d'adapter que la Constitution confère notamment aux départements et aux régions d'outre-mer, à travers ce qui a été appelé la réforme de l'article 73 de la Constitution. Il se trouve que la Réunion a été un peu amputée, que la Réunion ne bénéficie pas pleinement du nouvel article 73 parce que, il faut dire les choses comme elles sont, le parlementaire Jean-Paul Virapoulet s'est opposé à l'extension de cette
possibilité d'adaptation aux élus de la Réunion. Donc nous nous sommes amputés, nous nous sommes auto-censurés. Donc ce qu'il faut, mais ça n'est pas facile, ce qu'il faut, c'est rétablir ce pouvoir comme l'ont les élus de Martinique, de Guadeloupe et de Mayotte, ce pouvoir d'adapter. Et tous les Réunionnais, tous les élus réunionnais plaident pour l'adaptation aux spécificités locales, sauf qu'aujourd'hui, le circuit de décision est compliqué parce que nous sommes privés de ce pouvoir. Donc, il faut rétablir, mais c'est vrai que la révision constitutionnelle n'est pas facile. Il faut réunir soit une majorité qualifiée de 60% au Congrès, soit par référendum. Donc, nous allons plaider. Je sais que notre organisation politique, le PS, dont je fais partie, plaide pour l'expérimentation. Nous voulons, demander au gouvernement de développer l'expérimentation de manière à pouvoir adapter aux spécificités de la Réunion un certain nombre de règles qui ne nous paraissent pas adaptées. Vous pensez qu'à l'époque, la classe politique a manqué de clairvoyance ? Non, je pense que Virapoulet a voulu jouer d'une espèce de peur qu'on a beaucoup utilisée dans le débat statutaire dans le passé, et que c'est lui qui a obtenu ça de la majorité de droite. Nous étions, au contraire, favorables à cet assouplissement, favorables à l'article 73 qui est appliqué en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte. Je dirais que c'est une erreur, une faute de Virapoulet, et nous supportons les conséquences de cette erreur. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Aujourd'hui, au micro de Jean-Pascal, Gilbert Annette, maire de Saint-Denis. Vous l'avez dit, vous êtes socialiste. Je voudrais vous interroger un petit peu sur aujourd'hui la position un peu inconfortable du gouvernement de Manuel Valls, malmené, le président de la République aussi très malmené par des positions, en tout cas des prises de position de frondeurs, d'écologistes. Je vous demande pas si vous êtes frondeur, Gilbert Annette, mais aujourd'hui, comment vous vivez cet état des lieux politiques ? Oui, moi je distingue deux choses. Je distingue la gestion au jour le jour et parfois des erreurs de gestion de la ligne politique du gouvernement, de la ligne de François Hollande et Manuel Valls. Moi je suis 200% d'accord avec Manuel Valls et François Hollande sur la ligne politique, donc je le réaffirme. Je crois en la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises. Je crois qu'il est sage de réduire les dépenses publiques et de donner un peu plus de marge de manœuvre aux entreprises pour créer de l'emploi. Donc moi, je suis favorable à cette inflexion, à cette orientation politique qu'incarne Manuel Valls et parrainé par le président de la République. Donc je suis d'accord là-dessus. Maintenant, je constate avec beaucoup de Français, qu'il y a des erreurs de ministres, des annonces qui ne sont pas suivies. Donc, il y a des maladresses, il y a des fautes, de conduite des affaires que je regrette. Mais, fondamentalement, je suis favorable, je soutiens la politique de Manuel Valls et de François Hollande. Je la trouve courageuse. Je trouve que nous faisons ce que les gouvernements précédents auraient dû faire, qu'ils ne l'ont pas fait. Je trouve que les déficits, ils ont été faits par les gouvernements de droite, sous la responsabilité notamment de Sarkozy et de Chirac. Nous héritons d'une situation difficile. Le choix, c'est est-ce qu'on laisse le bateau dériver et être en faillite comme c'était le cas de la Grèce ou de l'Espagne, ou est-ce qu'on se ressaisit ? Moi, je préfère qu'on fasse des efforts, et j'accepte l'idée que les efforts sont impopulaires. J'accepte l'idée du mécontentement. Je constate, bien sûr, ça ne me réjouit pas que les Français sont mécontents de se serrer la ceinture, mais je crois que la France n'a pas d'autre choix, et je trouve que, par exemple, le fait de moduler les allocations familiales, j'applaudis, je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'est une bonne idée, que ceux qui disent qu'il faut garder le système ancien sont des conservateurs, qui ne voient pas que la France n'a pas les moyens, parce qu'il faut faire des économies. Donc voilà, moi il y a certains choix faits que j'approuve.
Il y a aussi des maladresses que je regrette, des déclarations que je regrette. Je pense que François Hollande, les socialistes d'une manière générale, ont sous-estimé la situation. Et à partir de là, ils n'ont pas eu le bon discours au début. On a laissé entrevoir une perspective de redressement plus rapide. Quand François Hollande a annoncé qu'on allait inverser la courbe du chômage, c'était une erreur. Il n'aurait pas dû le faire. Bon, tout le monde commet des erreurs, mais ce qu'il faut, c'est travailler pour que la courbe s'inverse. Et je pense que en redonnant, je dirais, de la marge de manœuvre aux entreprises, pour qu'elles investissent et qu'elles embauchent, je pense que ça va finir par porter. Donc je soutiens le gouvernement, même s'il faut serrer les dents, même si nous supportons la diminution des crédits, c'est dur, ça nous oblige à faire des économies, mais la France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. On ne peut pas continuer à dépenser de l'argent qu'on n'a pas en faisant des emprunts et en empruntant pour rembourser nos emprunts. Donc je crois que c'est la sagesse, c'est la raison, mais que c'est dur à supporter. Je comprends le mécontentement. J'espère que ces efforts porteront et que les Français verront une amélioration. Alors justement, le mécontentement va loin, Gilbert Annette, parce qu'on parle même, au-delà de frondeurs, de scission, même au sein du Parti socialiste. On parle peut-être de nouveaux courants, de changer de nom, comme d'autres partis d'ailleurs, le Parti socialiste, mais également les partis de droite aussi. C'est quoi? On succombe à une certaine mode en se disant, en changeant de nom, on va régler les problèmes de la nation? Non, je crois qu'il y a des problèmes de fond. D'abord, ceux qui connaissent l'histoire du Parti socialiste savent qu'il y a toujours eu plusieurs sensibilités au Parti socialiste, qui est une aile dite de gauche au Parti socialiste qui n'accepte pas cette politique de restriction, qui voudrait à la place une politique plus sociale et qu'elle l'exprime tout en maintenant la possibilité à la majorité de gouverner, parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que le budget de la sécurité sociale a été adopté par 275 voix contre 245. Je pense que les frondeurs savent calculer. Ils ont fait leurs additions avant de fronder. Et ils savent que tout en frondant, ils permettaient au gouvernement, à la majorité de leur parti, avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Et nous sommes le Parti socialiste. C'est-à-dire que nous sommes le parti qui accepte en son sein que certains expriment des désaccords, à condition qu'il y a quand même sur d'autres aspects un accord. Donc aujourd'hui, nous vivons de cette situation difficile avec un désaccord sur, je dirais, la validité, l'opportunité de cette politique. Et c'est le reflet d'une forme de respect de la liberté de penser dans ce parti. Et moi, je connais, je suis un vieil adhérent du Parti socialiste et j'aime cette manière de faire. J'aime qu'on tolère que des élus puissent ne pas être d'accord avec une ligne et qu'ils l'expriment par un vote, tout en mesurant que ce vote je dirais, ne met pas en grande difficulté le gouvernement, n'amène pas à la dissolution de l'Assemblée, ne remet pas en cause le président de la République. Donc je trouve ça normal. Maintenant, pour l'avenir du Parti socialiste, je pense que la question est posée aux socialistes. Est-ce que ce mot, avec ce qu'il représentait, est-ce qu'il correspond à la politique qu'on mène ou qu'on veut mener? La question est posée, donc il faut faire un débat et il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Vous savez, moi, j'observe ce qui se passe chez nos camarades et amis communistes. Et je vois bien que l'attachement à l'histoire empêche les communistes de changer d'étiquette, alors que là où ils sont au pouvoir, ils ne mènent pas de politique communiste. Ils ne sont plus communistes. Mais ils sont attachés à l'idéologie, au rêve communiste, ils ont participé à ça. Et ils ont du mal, parce que ça fait partie de leur combat, à se défaire de cette étiquette. Donc voilà, il y a cet aspect-là, parce qu'un parti politique, c'est aussi l'héritier de combat, c'est une histoire, donc on tire pas une croix comme ça, on tourne pas la page. Donc ce débat va dépendre de la majorité des militants socialistes, de ce qu'ils vont répondre à cette idée. Mais moi, je ne serais pas scandalisé si une majorité des socialistes considère que, compte tenu des enjeux, par exemple de l'importance des problèmes de l'environnement, etc., on ait une étiquette qui soit plus en rapport avec le contenu de notre politique, qui n'est plus que socialiste.
Donc c'est un débat, rentrons dans le débat, voyons ce que pense la majorité, mais pas d'interdit. Et surtout pas de pas d'oukase, non, la liberté de s'exprimer, et puis après on mesurera, il y aura un congrès, chacun aura la liberté de présenter des motions et d'établir des rapports de force, et nous verrons. Mais nous verrons comme nous l'avons toujours fait dans notre parti, qui, je rappelle, a dépassé le siècle. Donc on est un vieux parti qui, grâce à la souplesse de ses statuts, permet de vivre des époques, de traverser des crises, des guerres et d'être toujours là. Nous verrons comment les militants réagiront, mais je fais confiance à l'intelligence collective des militants socialistes. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité, pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Aujourd'hui, Jean-Pascal reçoit Gilbert Annette, maire de Saint-Denis. Alors moi j'ai noté quand même un gros désaccord entre le Parti socialiste et le gouvernement. Il a été d'ailleurs souligné par Monique Orphée. C'est à propos des contrats aidés. Vous le disiez tout à l'heure au début de cette interview, ce qui est important en termes économiques, c'est de donner de l'emploi aux gens. On se rend compte qu'il y a plusieurs milliers de contrats aidés qui n'ont pas été utilisés. Vous, quelle est votre position? On connaît la position de Monique Orphée. Vous, quelle est votre position? Non, moi je trouve que la situation de La Réunion est une situation dramatique au niveau de l'emploi. Qu'elle est même indigne de la République française. 30% de chômage sont des chiffres catastrophiques, et que nous devons, nous, avec le gouvernement, réagir et trouver des outils adaptés à cette situation. Aujourd'hui, le constat est fait, c'est que les contrats aidés, avec la contrepartie locale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le résiduel sur le salaire, plus les cotisations, notamment ACEDIC, plus les frais de chantier, ça représente par contrat une somme de l'ordre de 400 €. Or, les collectivités locales, les associations, n'ont pas suffisamment de budget pour apporter ces 400 € pour financer un contrat que l'État finance, lui, à 70-80%. Donc, on est face à une situation difficile. Moi, j'ai interpellé le président de la République. Je souhaite, qu'on trouve cet argent. Moi, j'ai proposé qu'on convertisse le montant du RSA, les 500 € du RSA, en budget pour financer le complément des contrats aidés. Pour l'instant, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, est venue en mission. Ils n'ont pas rendu leur rapport. Nous attendons. Mais c'est vrai que le résultat est mauvais. Le fait que dans cette situation catastrophique, il y ait, je crois, 50 millions non consommés à la fin de l'année, on s'achemine vers ça, qui repartent à Paris alors qu'il y a tant de chômage, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec, mais qui n'est pas que l'échec du gouvernement. C'est l'échec de la gouvernance locale, c'est le fait que les collectivités n'aient pas dégagé suffisamment de moyens pour cela, qu'ils aient fait autre chose, d'autres dépenses. Si toutes les collectivités disaient que la priorité, c'est l'emploi, et notamment l'emploi aidé, je pense qu'on trouverait des solutions. Alors, il faut se mettre autour de la table et sortir de cette situation. Il nous reste une minute 30, Gilbert Annette. Je voudrais terminer sur une boutade. Aujourd'hui, il vaut mieux se bagarrer pour les 400 € des contrats aidés ou les 360 € de la continuité territoriale? Ah non, pour les 400 € des contrats aidés, vous savez, la continuité territoriale, oui, mais pour ceux qui en ont vraiment besoin, et une fois tous les 3 ans un voyage à Paris, je pense que c'est bien. On ne peut pas prendre l'argent public pour offrir un voyage tous les ans à ceux qui veulent aller pour des loisirs. Donc je suis, moi, pour l'emploi, pour les contrats aidés, comme priorité avant la continuité territoriale. Merci Gilbert Annette, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité, pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Plus FM. Vous vivez à Saint-Denis et vous souhaitez vous impliquer dans votre quartier? C'est simple, devenez conseiller de secteur à Saint-Denis. Du 10 au 14 novembre, remplissez votre candidature en la téléchargeant sur www.saintdenis.re. Toute info et inscription sur www.saintdenis.re.
Saint-Denis, ensemble. Plus FM. J'aime ça.